Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on est là pour parler accessibilité des logements. Donc, désolé pour les quelques minutes de retard, mais comme vous le voyez, on ne peut pas accéder à la scène. Bref, donc du coup, souvent, l'accessibilité des logements, c'est défini par les normes et par les pourcentages de logements. Mais avant tout, le logement, c'est la liberté de choisir où l'on vit, où on se déplace. Et cette liberté n'est pas garantie pour des millions de personnes. Notamment parce que, d'une part, le nombre de logements accessibles est insuffisant. Avec en plus le vieillissement de la population, les besoins en 2040 de logements accessibles sont x2 par rapport à aujourd'hui. Donc c'est un nombre qu'on n'arrivera malheureusement pas à atteindre d'ici là. Mais ce n'est pas juste une question de quantité. C'est aussi être exclu d'une partie de la vie sociale. Aller dîner chez des amis, chez la famille, parce que si les logements ne sont pas accessibles, il y a aussi les pannes d'ascenseur qui fait que des personnes peuvent être bloquées chez elles pendant des jours, des mois. Et donc tout ça, c'est une discrimination silencieuse. Et l'autre partie, c'est que les normes, c'est un minimum réglementaire, mais malheureusement, ça ne suffit pas à garantir un logement réellement accessible. Ah oui. Merci. Donc, pourquoi je vous dis que les normes ne sont pas suffisantes? Donc là, je voulais vous montrer un exemple concret. Donc ça, c'est un logement totalement PMR au regard des normes. Mais on voit plusieurs problèmes de qualité d'usage dans ce logement. Donc notamment l'entrée. Donc là, on voit que la personne, il n'y a pas d'aire de gération au niveau de l'entrée, ce qui fait que pour fermer sa porte d'entrée, elle doit soit aller dans la chambre, mais faut-il que personne ne dorme dans la chambre à ce moment-là, ou alors aller jusqu'au séjour cuisine. Et pendant tout ce temps, la porte est grande ouverte, du coup. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est la salle d'eau. Quand on est dans le séjour cuisine, si on veut accéder à la salle d'eau, quand on ouvre la porte, la personne ne peut pas passer pour accéder du coup à la salle d'eau. Si on changeait le sens d'ouverture de porte, ça réglerait même pas le problème parce que du coup, on ne pourrait pas y accéder depuis la chambre, ni depuis les WC. Voilà, donc c'est des petits détails comme ça qui font que c'est pas simplement la norme qu'on doit regarder, mais c'est bien la qualité d'usage et le confort d'usage des logements. Voilà, l'accessibilité, il y a déjà beaucoup de problèmes au niveau des déplacements de manière générale, la voirie, les ERP, etc. Si en plus les logements ne sont pas confortables, voilà, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Et du coup, pour répondre à cet enjeu, il y a pas mal de solutions qui existent, on en parlera juste après, et notamment, donc, nous, chez APF France Handicap, on développe des solutions innovantes construites avec les professionnels de l'habitat, les bailleurs, les collectivités et surtout les personnes concernées. Donc notamment avec la mise en place d'Handicap Logement, qui est une plateforme de mise en relation de l'offre et la demande de logements accessibles. L'idée, c'est un match entre logements accessibles et personnes en situation de handicap ou vieillissantes. Ça permet également de recenser les logements. Ou bien l'assistance à maîtrise d'usage. Donc là, l'idée, c'est d'intégrer la qualité d'usage et l'expertise des personnes concernées, dans l'idéal directement sur plan. Parce qu'en fait, c'est pas forcément des adaptations coûteuses, c'est juste mieux optimiser l'espace. Donc juste après, on vous présentera des exemples concrets, donc notamment avec Baptiste qui nous fera un retour d'expérience pour le bailleur Altemed et Rémi de la RIVP qui nous parlera aussi des actions mises en œuvre pour développer l'offre de logement accessible. Donc la question aujourd'hui, c'est de savoir comment accélérer collectivement ces solutions et leur déploiement. Et c'est aussi en ce sens qu'on a mis en place la charte de l'inclusion à tous les étages avec le collectif Plus sans ascenseur. Et l'idée, c'est de faire de l'accessibilité un engagement collectif. Et on sera présent au congrès HLM si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Et je laisse de ce pas la parole à Baptiste Ménéga. Ah oui, j'avais des slides. Bonjour à tout le monde, merci d'être présent. Donc, je suis Baptiste Ménéguine, moi je travaille pour le groupe Altemed à Montpellier. Le groupe Altemed, en deux mots, c'est une société anonyme de coordination qui regroupe une société d'aménagement-construction, donc dans laquelle on a affaire à l'espace public en général et aux questions d'accessibilité en général pour les habitants de la ville, et un bailleur social, ACM Habitat, qui gère et construit 23 000, qui gère et a construit 23 000 logements.
Au niveau d'ACM Habitat, on a un service de construction, la direction de la construction, dans lequel les responsables d'opération travaillent sur la conception des logements, des résidences neuves. On travaille avec de la maîtrise d'œuvre ensuite. Et l'idée, c'était de constater collectivement notre incompétence, et je dis des mots forts un peu exprès, notre incompétence à concevoir, à se rendre compte et à projeter l'accessibilité et la qualité d'usage des futurs logements dans les résidences neuves. Pas qu'on y mette de la mauvaise volonté, pas qu'on ne soit pas conscient des problématiques et de la demande de logements accessibles pour les personnes en situation de handicap, mais par manque de temps, par beaucoup d'habitudes et de réflexes aussi dans les pratiques au niveau du travail, de faire avec une norme PMR qui existe et qui est très bien, mais qui ne suffit pas à une haute qualité d'usage ensuite pour les personnes en situation de handicap. La stratégie a été de dire, on reprend à un moment donné toutes les opérations en cours, quel que soit leur stade d'avancement. Donc on avait quelques centaines de logements qui étaient en programmation et avec un focus de vouloir produire du logement avec une haute qualité d'usage. On n'a pas su faire ça tout seul, donc c'est là où on a fait appel aux équipes de l'APF France Handicap, avec l'intervention de Maëva et d'un ergothérapeute, qui ont rencontré les équipes de responsables d'opération. Premièrement, collectivement, pour faire un peu une séance de sensibilisation, on va dire ça comme ça, avec tous les a priori qui ont pu être constatés à ce moment-là, c'est-à-dire que les collègues avaient l'impression qu'on venait juger leur travail, porter un regard à un moment donné sur leur travail, en disant vous faites mal et du coup il faudrait faire autrement. Donc un moment de dédramatisation en séance collective, et ensuite un travail sur plan, de la part de Maëva et de Alex, qui est l'ergothérapeute qui est intervenu avec Maëva, pour passer en revue l'ensemble des logements qu'on avait identifiés à ce stade-là, au moment où on était, quelle que soit la phase de l'opération. Un feedback aux équipes en individuel avec qu'est-ce qui pourrait être amélioré en fonction du stade d'avancement et de là où on a l'opération, qu'est-ce qui peut être modifié, qu'est-ce qui est rattrapable, qu'est-ce qui, comme l'exemple que prenait Eva au début, pourrait être modifié simplement dans le logement, sur de la circulation, sur un sens d'ouverture des portes, ou sur des choses beaucoup plus liées à la conception même de l'architecture de base de la résidence, sur de l'accès terrasse de plein pied par exemple, ou sur de l'accès à la salle de bain, ou du positionnement des pièces à l'intérieur même du logement. Donc ça a été des moments qui ont été très puissant, je pense, pour les responsables d'opération, une fois dépassé le fait de je regarde ton travail et je viens juger ce que tu ne fais pas bien, mais aussi pour massifier et rentrer dans le cahier des prescriptions du bailleur social ces nouvelles normes, ces normes de haute qualité d'usage pour pouvoir projeter quelque chose qui transforme les pratiques, change les réflexes et fait en sorte que les responsables d'opération qui ont à produire ce type de logement-là soient sensibilisés et des repères et des réflexes en interne pour pouvoir reproduire ces logements sans les écueils du temps, de l'argent. Et je reviendrai sur l'argent aussi tout de suite en disant qu'on passe des millions d'euros par an en adaptation de logements excusez-moi, sur les résidences existantes pour casser des salles de bain, pour casser l'intérieur de logements, même neufs, des logements qui sont attribués à des personnes en situation de handicap. Donc il y a aussi une stratégie à moyen ou à long terme de se dire, en fait, on met les moyens dès la conception, en termes de qualité, y compris en termes de financement, pour ensuite ne pas avoir à faire n'importe quoi en termes de gaspillage d'argent sur les opérations a posteriori. Si je ne dis pas de bêtises, sur les environ 100 logements qu'on a regardés, il y en a 2 où on n'a rien eu à dire en termes de qualité d'usage du logement. Ouais, 2. Alors des fois c'était des détails, des fois c'était juste un sens d'ouverture de porte. Le problème c'est que ce détail fait que les personnes en situation de handicap vont refuser le logement ou le prendre à défaut et galérer à chaque fois dans leur logement. Parce que des fois des logements qu'on est allé voir, on nous a répondu vous avez qu'à enlever la porte des toilettes et ça réglera le problème. Bon, est-ce que vous imaginez sans porte de toilette chez vous? C'est un autre sujet. Merci Baptiste. Je vais maintenant laisser la parole à Rémi d'RIVP qui sont aussi très innovants en matière d'accessibilité. Bonjour à tous. Alors, je vous ai présenté j'ai mis une petite présentation qui est un peu longue, donc du coup, je vais aller très vite, mais en gros, je vais vous donner un peu le contexte. Donc, la RIVP, déjà, on est un bailleur de la ville de Paris, à peu près 66 000 logements, avec 2 filiales, je vais aller très vite, et du coup, je vais vous parler de notre stratégie d'accessibilité et d'adaptation, et vous pouvez regarder déjà, elle est très adaptée vieillissement, dans le sens où on a 48% de nos logements qui sont occupés par des seniors de plus de 60 ans.
Donc, on parle souvent des personnes en situation de handicap, UFR, etc. Mais le gros de la population, c'est les seniors. Et quand on traite l'aménagement pour les seniors, si on peut le traiter pour tout le monde, et bah, du coup, on a fait d'une pierre deux coups. Et ce qui fait qu'on a des logements pour tous. Je vais vous en parler un petit peu après. Donc, on a aussi donc 48% de nos logements sont occupés par des seniors. Ça veut dire un logement sur deux, hein, pour que tout le monde se rende bien compte pour l'impact. Et ce n'est pas demain, c'était hier. C'est-à-dire qu'on est déjà dedans. C'était 41% en 2016. On a 3% de logements vacants. Donc on a très peu de vacances. Donc du coup, c'est compliqué de pouvoir faire la grande migration vers des logements qui seront adaptés, accessibles, etc. On est obligé de produire du logement adapté là où les locataires vivent, donc souvent dans l'existant, avec les contraintes qu'on a. Et donc là, je vais vous expliquer un petit peu notre stratégie. On a deux conventions qui ont été assez structurantes aussi pour la RVP et les autres bailleurs parisiens. C'est une convention avec la ville. En 2020, on s'est fixé, enfin en 2014, on a fixé comme objectif à 2020 d'avoir 40% de nos logements qui sont accessibles, c'est-à-dire de la grille sur rue jusqu'à la porte palière du logement, pouvoir permettre à une personne en fauteuil et aux autres situations de handicap, bien entendu, de pouvoir accéder au logement. Et après, on a conduit 3% de logements adaptés. Donc là, c'est adapté à la demande des locataires. Donc ça peut être une personne en fauteuil, comme ça peut être une personne qui a des déficiences visuelles ou juste un senior. Quand on parle des baignoires, je vais en revenir, mais c'était globalement la première des grosses demandes. On a fait après une deuxième convention. Donc là, c'était avec la ville affirmer du coup qu'on faisait que des logements 100% accessibles. On ne faisait pas de logements évolutifs parce que pour des questions justement de de réaménagement après ultérieur, la RVP et les autres bailleurs parisiens et la ville a réaffirmé qu'ils souhaitaient faire 100% de logements accessibles. Donc tous nos logements permettent d'accueillir une personne en fauteuil. Après, des adaptations dedans sont nécessaires parce que la réglementation vous dit quelque chose. Après, pour qu'un logement soit vraiment adapté, souvent il y a des choses complémentaires que je vous présenterai rapidement. Et deuxième convention extrêmement structurante pour nous, c'est une convention avec la CNAV, parce que du coup, on a un gros mécanisme de financement qui est la déduction à la TFPB, taxe foncière propriétaire bâti. Et le deuxième levier qui nous a permis d'augmenter notre stratégie, c'était avec du coup une convention avec la CNAV qui nous a amené des financements là où on n'en avait pas complémentaires. Du coup, même s'il y a des gros restes à charge RIVP, ça a permis de pouvoir massifier notre stratégie. Et aussi développer des nouvelles offres de services comme de la cohabitation inter-G, des kits des techniques et d'autres. La stratégie de la RIVP, pour vous résumer un petit peu simplement, on est passé d'une stratégie de maintien à domicile à une approche globale. En gros, 2009, vous imaginez les premières personnes en situation de handicap qui toquent à la porte de la RIVP pour demander une adaptation de leur logement. Nous qui commençons un peu à faire. Et en fait, d'année en année, ça s'est structuré. 2016, grosse structuration. Et après 2020, nouvelle structuration. En gros, notre approche globale, c'est quoi? C'est se dire, donc on a un agenda 21 de la longévité. Pour ceux qui connaissent, en tout cas, c'est un prix coup de cœur de l'USH. C'est une démarche qui a vocation à être globale. En gros, si on se dit l'accessibilité, le vieillissement de la population, c'est pas juste l'adaptation du logement, c'est toute la coordination dans son ensemble, dans un parcours senior qui va du chargé de clientèle, du gardien, des fonctions support, de la construction, etc. Et on se sert, entre guillemets, du vieillissement pour se dire, potentiellement, vous avez aussi toutes les pathologies associées, et donc les personnes en fauteuil, les personnes déficientes visuelles, etc. Ça permet de couvrir ce que disait la loi de 2005, les situations de handicap dans sa globalité. Nouvelle chose qu'on a intégrée dedans, donc c'est nos 3 indicateurs qu'on a mis dans notre projet stratégique, c'est on vise du coup un peu plus loin en accessibilité, on vise les 50% de logements accessibles, mais par contre on a commencé à parler de seniorisation de nos résidences, mot barbare utilisé que j'adore, tout ça pour dire en gros on veut les rendre senior friendly. C'est-à-dire on veut que ce soit le plus adapté possible pour nos seniors, étant donné avec le choc démographique qu'on a. Mais en même temps, quand on traite pour les seniors, on traite pour les autres situations de handicap. Et donc c'est pas parce qu'on a des immeubles qui ne seront jamais accessibles, c'est-à-dire qu'on a des caractéristiques dimensionnelles qui font que les ascenseurs, on ne peut pas les agrandir et qui seront par exemple jamais conformes pour un UFR. Par contre, ils serviront pour la majorité de la population avec des déambulateurs, des poussettes, etc. Et moi, en tant que père de famille, je me prends souvent en exemple. Il faut penser qu'on est souvent en situation de handicap. Vous avez 2, 3 enfants, vous avez des escaliers, vous avez 6 marches, vous avez un enfant de 1 an et une poussette, vous choisissez celui que vous préférez. Vous en laissez un en bas et vous le montez le deuxième. Si on a un élévateur, une rampe ou autre, ça permet d'aider. Et donc c'est un peu ça notre stratégie si on vise le zéro ressaut. Autre chose, par exemple, on motorise aussi beaucoup nos portes.
Là, on avait tendance à nous dire que les motorisations de porte, ça ne marchait pas, etc. Nous, on a choisi de dire qu'elles sont débrayables. C'est-à-dire qu'on a les deux possibilités à chaque fois. Chaque personne qui rentre ou qui sort de chez nous a la possibilité d'ouvrir en manuel ou en automatique. Comme ça, pas de problème, tout le monde est content. Et surtout, pensez à la personne qui a son vélo. Au lieu de taper dans la porte, elle ouvre en automatique et elle sort son vélo sans abîmer notre porte. Donc, finalement, ça sert vraiment à tout le monde. Et bien entendu, on a augmenté notre pourcentage de logements adaptés. Donc on se fixe à 2032 d'avoir 15% de logements adaptés. Là où on en est. Du coup, la stratégie de mise en accessibilité, elle est principalement consacrée en 3 canaux. La construction et la production du neuf, les réhabilitations et surtout, je le dis bien surtout, un plan de travaux spécifique qui nous permet d'être travaillé là où on ne va pas faire de la réhabilitation. Et c'est ça qui a produit beaucoup de logements accessibles chez nous. Pareil, dans les adaptations de logements, on a 3 canaux à la demande des locataires. La masse des travaux d'adaptation, à peu près 1300, 1400 demandes. Donc pour vous dire, on est vraiment une usine à production de logements adaptés. Les réhabilitations, donc on propose en systématique à tous les locataires de plus de 60 ans des adaptations de leur logement. Et après, sur des immeubles ciblés à fort enjeu vieillissement, sur lesquels on n'avait pas prévu d'intervenir dans le cadre de réhab, où là on se dit, on a des locataires seniors, comme dans toute la RVP, vous me direz. Mais en tout cas, on a ciblé des groupes sur lesquels on va continuer à intervenir. Et là, c'est nous qui générons de la demande. On a inversé la démarche, c'est-à-dire que maintenant, pour nous, l'adaptation du logement, c'est un droit que tout locataire doit avoir et doit pouvoir se saisir. Pareil, on a fait des petites particularités parce qu'en fait, travailler sur l'adaptation des logements, donc on fait à peu près 1400 adaptations à la demande, mais vous imaginez que l'ensemble des équipes n'est pas spécialiste. Donc on a fait une segmentation avec ce qui est, entre guillemets, du classique, on va dire l'adaptation vieillissement, locataire de plus de 60 ans, et après ce qui va être des situations de handicap, reconnaissance MDPH ou codé GIR 1, 2, c'est-à-dire dans la grille de dépendance, des niveaux de dépendance importantes, ou des situations qui sont montées par les équipes qui disent, en gros, là il faut vraiment faire une adaptation, le locataire est en fauteuil, le locataire n'arrive plus à bouger, à sortir de chez lui, etc. Donc en tout cas, et ça veut dire qu'on a choisi les équipes, entre guillemets, les RTS moins spécialistes de faire de la masse, 70% à 80%, et 20 à 30% d'avoir un pôle expert qui s'occupe d'accompagner au mieux les personnes en situation de handicap pour répondre aux besoins. On a également déployé, donc en fait on s'est structuré, il faut vous imaginer que vous avez plein de gens qui connaissent rien, donc avec des lignes de BPU dans nos marchés, parce qu'on est capable de faire des marchés assez conséquents, très techniques, très pointus, mais sauf que du coup, mis à part les experts, les autres ne les connaissent pas. Donc vous avez 600 lignes, ils ne peuvent pas les connaître, donc on a essayé de vulgariser, et ça a commencé dès 2017, on a fait la sacralisation des salles d'eau. Les salles d'eau, les WC, en gros, pour éviter d'avoir n'importe quoi, on a un peu mis des socles et qu'on adapte aux besoins, bien entendu, mais on a essayé de vulgariser un petit peu pour que ce soit conçu pour tous. Et j'indique bien conçu pour tous, parce que c'est vraiment pour moi ça la clé. C'est qu'on essaye de faire du design for all, donc pour que ça puisse répondre à tout le monde, aux pères de famille, mères de famille, aux enfants, etc. Et donc, par exemple, les douches classiques, les premiers niveaux, c'était tout simplement des bacs à douche, hauteur max 17 cm. Pourquoi 17 cm? Tout simplement parce que la hauteur d'une marche, c'est 17 cm. Donc on considère que si un senior arrive à monter une marche, il peut monter dans sa douche avec barre d'appui, barre hantée, etc. Des produits qui sont non stigmatisants, comme ça on peut les utiliser aussi pour faire porte-savon, etc. Comme ça, le locataire qui n'est pas en situation de handicap, pas de problème pour lui. Un banc maçonné, c'est plus joli qu'avoir un siège de douche amovible qui peut se décrocher, etc. Les sièges amovibles, par exemple, on les réserve que pour les personnes UFR. Chez nous, c'est un choix. Et donc, bien entendu, on a fait des adaptations UFR. Deuxième chose, donc en 2020, on a commencé à se dire, ok, ça marche bien, on fait beaucoup d'adaptations, mais qu'est-ce qu'on fait mal ou qu'est-ce qui a été amélioré? Globalement, on s'est dit, en fait, la réponse qu'on a au niveau de nos locataires, elle est en fonction de l'appétence de nos équipes et en fonction des ergothérapeutes et de la situation analysée à un moment T. Donc on s'est dit, on va essayer de voir, pour essayer de proposer un socle de travaux, ce qu'on appelle nous maintenant le pack confort, qui est vulgarisé chez nous, qui est tout simplement un ensemble de travaux dans toutes les pièces du logement. Donc ça va de l'adaptation de la salle d'eau, l'adaptation des WC, l'adaptation de la cuisine, des rehausses de prise dans chaque logement, avec un éjecteur pour que ce soit plus facile, des interrupteurs contrastés et rétroéclairés, etc. Donc tout ça, c'est notre socle, mais bien entendu, on s'adapte aussi à la particularité. C'est-à-dire que comme on fait passer des ergots dans chaque logement, ce qui est bien, c'est que la RIVP, on est un peu en retrait. Il y a un ergothérapeute qui analyse le besoin. Plus pour la compétence technique, c'est vraiment pour l'analyse du besoin que c'est nécessaire. Parce qu'eux, ils vont identifier si le locataire a besoin de telle ou telle chose et ils vont nous le reformaliser. Et nous, après, on va le présenter au locataire, ce qu'on est en capacité de faire. Et en principe, ça matche bien. Juste pour vous dire un peu les budgets que ça représente, globalement, accessibilité 2,5 millions, entre 1,5 million et 2,5 millions minimum, hors réa, etc. Et par contre, le budget de travaux, vous pouvez voir, on est passé de 3,2 millions à 11 millions.
Donc là, maintenant, chez nous, c'est vraiment une vraie économie. Et ça demande d'avoir des entreprises spécialisées, ergothérapeutes, diagnostiqueurs, AMO spécialisés, et maîtriseurs spécialisés, entreprises spécialisées pour intervenir aussi chez nos locataires, parce que ça demande d'avoir un peu d'écoute et d'empathie. Et surtout, notre communication, elle s'est renforcée. Donc, si vous tapez Senior RIVP, par exemple, sur vos sites, enfin, sur vos téléphones, vous aurez accès à tout ce qu'on propose pour nos locataires. Et on a essayé, donc vous avez des flyers, etc. Et tout ça pour dire, pour emmener tout le monde. Et globalement, quand vous regardez, on est passé de 14% de logements accessibles à 46%. Le chemin n'est pas fini, mais c'est très dur d'arriver aux 50% parce qu'avec les nouvelles acquisitions, etc. Et pour l'adaptation des logements, on est passé de 1,2 à 14. On se visait 15% en 2032. Je pense qu'on l'aura atteint cette année déjà. Ça demandait aussi de se doter d'outils. Donc on s'est doté d'un outil de suivi de travaux, etc. pour pouvoir tout piloter, qui est ouvert en fonction des droits. J'y vais très vite. Ça a demandé aussi de s'harmoniser avec la ville. Il y a une représentante de la ville et les autres bailleurs pour avoir une communication directe avec nos locataires et aussi avec nos partenaires pour que quand ils désignent un logement adapté, que ça serve. Du coup, il y a une notion accessibilité, adaptation et surtout une petite phrase qui dit que ce logement est adapté pour un senior, pour une personne en fauteuil, etc. Donc c'est vraiment un travail global. Et après, petite chose qui va du coup avec ce qu'on a vu, les deux exemples d'aujourd'hui, mais ça par exemple c'était réglementaire. C'était un de nos meilleurs logements en 2014 qu'on m'a présenté. Donc là vous voyez à côté la locataire qui avait un fauteuil de transfert, du coup avait les pieds en dehors. Déjà pour nous, en termes de dégâts des eaux, en termes de bailleurs, vous êtes sûr que là on a la moitié de l'eau qui est à côté. Et bien entendu, les bacs étaient conformes, c'est réglementaire, c'était 80-80 comme ça à l'époque. Et vous aviez le petit ressaut qui faisait la rigole. Mais vous étiez sûr que l'eau était dehors. Donc nous on a dit, on va adapter ce qu'on fait. Douche pour nous minimum, une douche à l'italienne c'est 120-120. Donc c'est même pas les 90-120 de la réglementation actuelle. Pour nous c'est 120-120. Sinon on ne fait pas une douche à l'italienne 120. Enfin de 90-120 si on est sûr qu'il y a un dégât des eaux. Donc 120-120, sauf que derrière, on avait du chauffage au sol. Donc chauffage au sol, ça veut dire que vous allez percer, ça va être compliqué, vous allez faire un dégât des eaux potentiel, et donc ça va tout compliquer. Donc il faut mettre en chauffe et autres. Donc ça a été compliqué, c'est pour ça qu'on a fait évoluer nos cahiers des charges. Et on a dit avec la direction de la construction, direction du patrimoine, qu'on ne voulait plus maintenant avoir de zones de 120-120 où pouvait y avoir des réseaux encastrés, etc. Et donc on a fait, vous avez la réglementation 90-120, donc une douche classique avec paroi de douche pour confort des locataires, éviter d'avoir de l'eau partout. Et on se garde une réservation de 30 cm pour justement pouvoir faire de la réversibilité et faire une douche UFR si on a un locataire UFR dans ce logement-là. Globalement, on a 5 à 10% de nos logements dans les livraisons neuves qui sont faits comme ça. Mais on s'est dit, au moins, on a la possibilité de faire de la réversibilité. Et aussi, surtout, nos parois, par exemple, sont renforcées pour pouvoir avoir du coup des lavabos autoportants, des sièges, des barres d'appui, etc. Et l'ensemble de la salle d'eau est bien sûr traité en étanchéité pour que ce soit fonctionnel. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, je vais laisser le micro à Sébastien Burlion, qui est élu APF France Handicap, pour conclure cette conférence. Alors, après ce qui vient d'être raconté, ça va être difficile. Voilà, moi je suis surtout là pour témoigner un petit peu de ce qui nous est remonté du terrain par rapport à des personnes vivant dans des logements qui ne sont pas forcément adaptés. Et encore ce matin, j'avais une maman en situation de handicap, en fauteuil roulant électrique, qui a 5 enfants et qui me dit j'arrive pas à avoir de logement parce qu'en gros une personne handicapée peut pas avoir de vie de famille, peut pas avoir d'enfants, peut recevoir personne. Je ne trouve que du terrain. Donc effectivement, il y a une chose importante, c'est que au niveau des bailleurs, il faut arrêter de faire du terrain pour les personnes en situation de handicap, parce que voilà, on est comme les autres. On vit en couple, on a des enfants. On aime recevoir aussi des amis, donc c'est vraiment une chose extrêmement importante pour nous de pouvoir être perçu comme tout à chacun. Une deuxième chose qui revient souvent, c'est qu'effectivement les logements PMR, c'est quelque chose de très bien quand effectivement c'est bien fait. Par contre, il faut penser à ce que ce soit accessible depuis l'entrée, depuis l'extérieur. Par moments, on voit des appartements magnifiques qui sont très accessibles, qui pourraient être faciles à vivre. Le problème, c'est qu'il y a 3 marches. Donc c'est un peu dommage, mais c'est la réalité actuelle. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de faire appel aux personnes qui connaissent,
qui le vivent au quotidien aussi. C'est vrai que c'est important de pouvoir associer des personnes en situation de handicap quand on se projette sur des constructions qui vont être là pour 30, 40, 50 ans. Pour éviter de faire des bêtises, c'est bien aussi d'avoir des experts d'usage qui sont là pour accompagner les promoteurs aussi dans leur projet. Et puis, je crois que je vais en rester là pour cette fois-ci. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci. On a terminé le temps, non, c'est ça? C'est terminé là. Non, mais juste si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous retrouver à la sortie, parce que du coup, on n'a plus de temps. Mais une petite question. Vous faites de la formation pour les architectes? Je crois qu'il faut la développer lourdement. Je fais partie d'un conseil d'administration de formation, d'organisme de formation continue des architectes. Je crois qu'on va renforcer un peu. Et peut-être en complément, enfin, nous, on a essayé aussi de mettre dans les appels d'offres le fait de contraindre les archis à bosser avec des ergots dès les premières phases de conception. Pas de normes. Parce qu'une chose qui est importante aussi par rapport à ça, c'est qu'effectivement, on a les normes. Le problème, c'est qu'un exemple tout bête, un interrupteur, on peut le mettre entre 90 et 130. 1m10, pardon. Le problème... Hein? Oui, non, mais voilà, parce que c'est jusqu'à... Et le problème, c'est que souvent, ils sont mis au maximum, et on a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas monter le bras. Donc, qui ne peuvent pas accéder à leur interrupteur, ou même au visiophone ou interphone. Donc, il y a toute cette réflexion-là aussi à avoir par rapport aux UFR, entre autres. Du coup, bonjour, Fouad Benhamed. Je suis un des cofondateurs du collectif Puissant Ascenseur. Du coup, vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de cette inclusion à tous les étages. Et dans l'inclusion à tous les étages, il me semble qu'il y a la partie aussi panne d'ascenseur ou indisponibilité d'ascenseur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une indisponibilité d'ascenseur, pardon. Et donc, je voudrais remercier Monsieur Largemin parce que dans justement les marchés que vous avez passés, vous avez notamment un marché qui vise à assurer la prise en charge des personnes en situation de handicap quand les ascenseurs sont indisponibles, soit pour des remplacements ou soit parce que en fait un ascenseur peut tomber en panne. Donc ça aussi c'est une avancée et c'est vrai que nous on aime bien le rappeler que le logement accessible c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, les 3 marches, mais c'est pas uniquement les 3 marches, c'est aussi les ascenseurs qui sont indisponibles. Donc merci à vous pour cet engagement, parce que beaucoup de bailleurs le font de plus en plus, mais vous avez porté une vision particulière sur cette question et j'en suis témoin. Voilà, merci. Merci.